Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pentacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés.
vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant: transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons. Et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide.
L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les deux principaux candidats sont une étoile à neutrons ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre deux d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre deux étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces deux astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir, dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre.
et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de 2 explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. De nombreux films de science-fiction vous feront croire que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'une sorte d'effet sonore, mais c'est absolument faux. Dans l'espace, personne ne vous entendrait crier. Il n'y a pas d'air. Le vide y est presque parfait. Et les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Elles ne peuvent pas atteindre vos tympans et les faire vibrer, ni donc envoyer des signaux à votre cerveau. Mais c'est plutôt une bonne chose, surtout pour les astronautes en sortie dans l'espace. Sans le silence qui y règne, ils seraient complètement assourdis par le bruit des tempêtes solaires. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant qu'une gigantesque explosion dans l'espace? Que ce soit scientifiquement possible ou non, c'est une autre question. Sur notre planète, les explosions sont ce qu'elles sont à cause de l'air et de la gravité. Vous voyez, l'air est un agent oxydant, et la pression fait tout s'envoler de manière spectaculaire, puis s'effondrer. Mais ce processus est très différent dans l'espace, et c'est encore plus formidable. Si une explosion se produisait dans l'espace, il y aurait malgré tout un peu de feu malgré l'absence d'air, car certains types de carburants peuvent tenir lieu d'agents oxydants. Mais il ne s'agirait pas du feu dont vous avez l'habitude. Ce feu ressemblerait à une boule de lumière en expansion, et le processus serait apparemment interminable en raison de la microgravité et de l'absence de résistance de l'air. Les navettes spatiales à proximité seraient en grand danger, car des éclats voleraient dans tous les sens jusqu'à ce que quelque chose finisse par les arrêter. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Voilà une autre idée reçue très répandue. En réalité, les comètes sont des corps célestes très difficiles à repérer. Elles passent généralement de longues périodes loin des étoiles. Là-bas, dans l'obscurité de l'espace, elles sont plutôt inactives et complètement gelées. Les queues des comètes ne se forment que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est alors qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus leur permet de s'entourer d'une sorte d'atmosphère nuageuse, ou chevelure, et d'avoir une queue. La queue pointe toujours à l'opposé de l'étoile qui influence la comète. La raison, c'est que la queue est soufflée par les radiations et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut souvent se trouver devant la comète, et non derrière. Les planètes internes et externes du système solaire sont séparées par une ceinture d'astéroïdes.
un anneau constitué de divers débris et objets spatiaux en orbite autour du Soleil. Lorsqu'ils tournent un film sur l'espace, les cinéastes utilisent souvent cette région comme décor. En général, ils nous montrent la ceinture d'astéroïdes comme un lieu extrêmement encombré, avec des nuages compacts de rochers gigantesques au travers lesquels les pilotes doivent manœuvrer habilement. En réalité, si vous jetiez un œil sur cette zone au moment où votre vaisseau la franchit, ce serait un peu comme lorsque vous regardez le ciel depuis la Terre. Car en vérité, les distances sont immenses dans l'espace. Si vous décidiez de traverser cette ceinture d'astéroïdes, vous auriez très peu de chances de venir heurter un objet spatial. Les astéroïdes y sont vraiment très éloignés les uns des autres. Les trous noirs sont d'énormes et effrayants aspirateurs cosmiques, dit-on souvent. Mais en réalité, ils ressemblent davantage à des pièges à mouches. Ils ne cherchent pas activement des choses qu'ils pourraient dévorer. Au lieu de cela, ils attendent, passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile, ou tout autre objet, s'approche trop près, qu'un trou noir passe à l'action. Et même ainsi, seuls les corps spatiaux qui franchissent une certaine limite se voient déchirés. En fait, les trous noirs ne sont pas différents de n'importe quel autre corps céleste. Leur attraction est directement proportionnelle à leur masse. Ils n'avalent que ce que leur taille leur permet d'avaler. Si notre Soleil, pour une raison ou pour une autre, venait à être remplacé par un trou noir, rien ne changerait pour la Terre ou toute autre planète du système solaire. Du point de vue de la gravitation, bien sûr. On utilise souvent des lasers dans les batailles spatiales au cinéma. Mais si vous assistiez à un tel combat de près, vous seriez probablement déçu. En fait, ça ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on voit dans les films. Un faisceau laser est une décharge concentrée d'énergie, et on pourrait effectivement en utiliser à de nombreuses fins lors d'un combat. Mais un faisceau laser réel serait totalement invisible dans l'espace puisqu'il n'y aurait pas de particules pour en diffuser la lumière et le rendre rouge vif, vert ou autre. Un humain serait déchiré en morceaux s'il se retrouvait dans l'espace sans combinaison spéciale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, retirer sa combinaison lors d'une sortie extravéhiculaire ne serait pas aussi dramatique que ce qui est souvent illustré dans les films. Le téméraire astronaute perdrait simplement connaissance au bout de 15 secondes en raison du manque d'oxygène. Mais dans le cas seulement où il expirerait autant d'air que possible. Sinon, c'est l'oxygène même qui endommagerait ses poumons de l'intérieur, les faisant se déchirer. Après ça, sans la protection de la combinaison, la pression à l'intérieur de son corps chuterait. Et cela causerait des problèmes encore plus graves. Donc, bien que notre astronaute n'exploserait pas de manière spectaculaire, il aurait très vite de gros ennuis. Les gens croient souvent que dans l'espace, on fait l'expérience de l'absence de gravité. On dit que les astronautes sont en apesanteur dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes de l'univers. Grâce à elle, la Lune orbite autour de la Terre, et le Soleil ne va pas se balader hors de notre Voie lactée. Les astronautes de la Station spatiale internationale ressentent bien les effets de la gravité. Mais on parle alors plutôt de microgravité. La gravité dans la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme tout tombe en même temps, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes sont capables de déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Donc, appeler la microgravité apesanteur n'est pas tout à fait exact. Une année-lumière traduit une quantité de temps, n'est-ce pas? Pas vraiment. Les années-lumière mesurent en fait les distances. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière, se déplaçant en ligne droite, parcourt en une année. Et comme la lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut environ à 9 460 et 11 milliards de kilomètres. On pourrait penser que le Soleil est toujours en feu, c'est tout au moins ce que les photographies et les films semblent nous montrer. Mais en réalité, notre étoile est une gigantesque boule de gaz. Des réactions nucléaires permanentes en son cœur le font brûler. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont converties en autant d'hélium ou presque. Au cours de ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite,
ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière éblouissante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène dans le processus. La vitesse de la lumière est considérée comme la barrière ultime en ce qui concerne les voyages dans l'espace, et on pense souvent qu'elle est infranchissable. Il existe de nombreuses théories sur ce que cela pourrait être de parvenir à cette vitesse, mais aucune équation n'évoque la possibilité de la dépasser. Et pourtant, nous savons qu'il existe au moins une chose dans l'univers qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. C'est le taux de son expansion. Oui, l'univers s'étend plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et cela déconcerte les astronomes tout autant que les simples amateurs de physique. Mais cette limite s'applique aux objets se déplaçant dans l'espace, pas à l'univers lui-même qui, lui, se dilate indépendamment. À l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose que les scientifiques comprennent bien. Le taux d'expansion de l'univers est également proportionnel à la distance d'un objet. Plus il est éloigné de nous, plus il s'éloigne rapidement. Mais même si nous ne saisissons pas encore sa mécanique, nous avons notre preuve, même si elle demeure théorique pour le moment, que certaines particules pourraient en être capables de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister certaines choses dans l'espace capables de défier cette limite. Il ne nous reste plus qu'à les trouver. Cette année, avant le mois de septembre, une étoile de la constellation de la couronne boréale explosera. Et dans l'hémisphère nord, nous pourrons la voir à l'œil nu. Il s'agit de T Coronae Borealis, une étoile naine blanche située à 3000 années-lumière de notre système solaire. Elle se transformera en nova. Nous en parlerons un peu plus loin, au printemps ou en été. Même si cet événement est prévisible, puisqu'il se produit tous les 80 ans, il n'en reste pas moins qu'on ne peut y assister qu'une seule fois dans sa vie, quand on est un être humain. T Coronae Borealis n'est pas une étoile ordinaire. Il s'agit en fait d'une étoile binaire, c'est-à-dire de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Cette paire d'étoiles est incroyablement spéciale. Il arrive que les deux étoiles augmentent leur luminosité au point d'être visibles depuis la Terre. L'étoile naine blanche est la plus massive des deux. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle pourrait contenir la même masse que le Soleil dans un volume équivalent à celui de la Terre. L'étoile qui l'accompagne, une géante rouge vieillissante, s'est déjà tellement développée qu'elle déverse désormais sa matière sur la naine blanche. Le moment est donc arrivé. Ces deux étoiles vont à nouveau exploser. Leur luminosité passera de la magnitude 11 à la magnitude 2. En astronomie, la magnitude est utilisée pour mesurer l'éclat d'une étoile ou d'un autre objet céleste. Plus l'étoile est brillante, plus le nombre attribué à la magnitude est faible. Dans le cas qui nous occupe, cela signifie que nous pourrons voir l'étoile à l'œil nu, même dans un ciel pollué par la lumière artificielle. Actuellement, nous ne pouvons voir cette belle binaire qu'avec des jumelles dans un ciel complètement noir. Après l'explosion, T Coronae Borealis deviendra l'étoile la plus brillante de la constellation de la couronne boréale pendant quelques jours, avant de s'éteindre progressivement. Cet événement ne doit pas être confondu avec une supernova. Lors d'une supernova, le cœur de l'étoile s'effondre, ce qui entraîne sa destruction complète. Cela ne peut arriver qu'à une étoile dont la masse est 8 fois supérieure à celle du Soleil. Au lieu de disparaître à jamais dans un éclair de lumière aveuglant, T Coronae Borealis connaîtra une nova, c'est-à-dire une explosion de surface, qui projettera de la matière dans l'espace sans pour autant détruire l'étoile elle-même. De telles novas récurrentes se produisent à intervalles réguliers. Autrefois, les astronomes appelaient T Coronae Borealis l'étoile de feu. Les dernières fois qu'elle a explosé, c'était en 1866, puis en 1946. Les astronomes de la NASA pensent qu'elle explosera à nouveau avant le mois de septembre de cette année. La constellation de la couronne boréale est l'une des plus belles qui soit. Il s'agit d'un demi-cercle incurvé composé de 7 étoiles, facile à observer en avril. Sortez 2 heures après la tombée de la nuit et regardez vers l'est-nord-est. Une fois que vous avez trouvé la Grande Ourse, utilisez la courbe de sa poignée pour aller de l'arc à Arcturus et vous trouverez l'étoile brillante de la constellation du Bouvier à l'est. Si vous descendez en diagonale jusqu'à l'horizon est-nord-est, vous apercevrez la couronne boréale. Si vous souhaitez observer l'illumination de T Coronae Borealis, il est conseillé de vous familiariser avec la région et les étoiles de la constellation dans laquelle elle se trouve. Une fois l'événement commencé, vous pourrez comparer son éclat à celui des autres étoiles et l'observer sans utiliser d'appareils sophistiqués. Une nova est une explosion soudaine et de courte durée impliquant une étoile compacte de la taille de la Terre ou un peu plus grosse.
L'explosion provient d'une naine blanche qui tourne très près d'une étoile normale, si près qu'un flux de gaz s'écoule entre elles. Ce gaz commence à s'accumuler jusqu'à former une couche à la surface de la naine blanche. Il atteint alors un stade où il provoque une explosion thermonucléaire incontrôlée. Selon les astronomes, une 50aine de novas se produisent chaque année dans notre galaxie, mais toutes ne sont pas visibles. Le Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA a observé plusieurs novas ayant eu lieu dans notre voisinage, à l'échelle de l'univers, bien sûr. Ils ont découvert que ces explosions produisaient des rayons gamma. Il s'agit de la forme la plus énergétique de la lumière. Les chercheurs pensent également que ces rayons gamma résultent de collisions entre de nombreuses ondes de choc, qui s'échappent du site de l'explosion dans une coquille de débris en expansion rapide. Maintenant que nous avons parlé des novas, il est temps d'aborder un sujet beaucoup plus spectaculaire, les supernovas. Il s'agit de la plus puissante explosion à laquelle l'homme puisse assister, une gigantesque déflagration accompagnée d'une illumination incroyable et brève. Une supernova est en quelque sorte le bouquet final d'une étoile massive qui s'éteint. Cela peut arriver aux étoiles dont la masse est au moins 5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie, elles s'éteignent avec un énorme boom. Les étoiles massives brûlent d'incroyables quantités de combustible nucléaire en leur sein, produisant des tonnes d'énergie. Cela donne à leur cœur une chaleur phénoménale. Cette chaleur génère une pression qui empêche ces étoiles de s'effondrer. Mais toute étoile est en équilibre entre deux forces opposées. Sa gravité tente de la comprimer en une boule minuscule et serrée, tandis que le combustible nucléaire, qui brûle au cœur de l'étoile, produit une puissante pression vers l'extérieur. Lorsqu'une étoile géante commence à manquer de combustible, elle commence à se refroidir. La pression diminue et la gravité l'emporte. L'étoile s'effondre. Cet objet énorme, dont la masse est des millions de fois supérieure à celle de la Terre, implose en l'espace de 15 secondes. Il n'est pas étonnant que ce processus rapide produise d'énormes ondes de choc. Elles font éclater les couches extérieures de l'étoile. Finalement, il ne reste plus qu'un noyau incroyablement dense, en plus d'un nuage croissant de gaz chaud appelé nébuleuse. Un trou noir, l'objet le plus dense de l'univers, est le résultat de la supernova d'une étoile environ 10 fois plus massive que notre Soleil. Il existe un autre type de supernova qui se produit généralement dans les systèmes où deux étoiles gravitent l'une autour de l'autre, et où au moins l'une d'entre elles est une naine blanche de la taille de notre planète. Si une telle étoile entre en collision avec un autre astre, ou si elle tire trop de matière de sa voisine, elle peut exploser en supernova. Les supernovas sont souvent si brillantes qu'elles peuvent éclipser la lumière combinée de galaxies entières pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Les supernovas ne sont pas courantes. Les astronomes pensent qu'il n'y en a que quelques-unes par siècle dans des galaxies comme la nôtre. Mais comme l'univers contient un très grand nombre de galaxies, nous pouvons observer quelques centaines de supernovas chaque année hors de la Voie lactée. Malheureusement, la poussière spatiale nous empêche de voir la plupart des supernovas les plus proches de nous. Bételgeuse, une géante rouge au stade avancé, a explosé en 2019. Mais ce n'était pas l'événement que nous nous attendions à voir. Cette étoile, située dans la constellation d'Orion, est énorme. Si grande que si nous la déplacions au milieu de notre système solaire, son bord extérieur irait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque Bételgeuse approchera de sa fin, elle explosera en une supernova d'une luminosité stupéfiante, visible sur Terre même pendant la journée. Cette explosion pourrait se produire dès demain ou dans des centaines de milliers d'années. Inutile donc de retenir votre souffle. Mais alors, que s'est-il passé en 2019 ? Les astronomes ont remarqué que l'étoile s'affaiblissait. Ils se sont dit qu'il s'agissait des prémices du grand spectacle. Mais au lieu de cela, Bételgeuse est redevenue normale quelques mois plus tard. Une analyse plus poussée a révélé que l'étoile ne s'était pas assombrie. Si nous en avions l'impression, c'est parce que nous l'observions au travers d'un nuage de débris stellaires. Au même moment, la quantité de lumière dans la photosphère de Bételgeuse s'est accrue, comme si une explosion massive de matière avait eu lieu à la surface de l'étoile. Des événements de ce type se produisent en permanence sur le Soleil, en particulier lorsque l'activité de notre étoile est élevée. Des morceaux de la surface du Soleil s'en mêlent et se détachent. C'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale. Elles n'endommagent pas notre planète, mais elles peuvent perturber les satellites et les équipements électriques. Pour en revenir à Bételgeuse, nous n'avons jamais vu une éjection de masse aussi importante à la surface d'une étoile. Il s'agit d'un phénomène nouveau que nous pouvons observer directement et que nous pouvons même voir en détail grâce au télescope Hubble. Selon les astronomes, nous assistons pour la première fois en direct à l'évolution d'une étoile.
Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements, mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout, on ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci, car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas être sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites autour de los nouveaux centres galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjecté beaucoup plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années, donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluie de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années. Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ses anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir?
il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implants cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planète surpeuplée, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde, et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité. Peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge, le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter. À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre. Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années. Et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer éternellement. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toute voix s'évanouir. Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40 365. C'est une naine blanche partiellement consumée,
Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester 1 million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder 2 pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps, et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduites. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet,
Mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser, et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa. Tout le monde embarque! Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet, s'il te plaît. Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperespace. Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnelle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement.
Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bâbord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43 ? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle. Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ceux à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçues pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle. Et c'est parti! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperespace. Alors que nous nous approchons de l'amas d'étoiles du trapèze au centre, l'étoile brillante Θ C envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de km/h, qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Θ C est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ 1 million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert, et la poussière brille en jaune orangé. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Persée et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques. C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leur noyau. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée, contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamiques, appelée la nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un grand nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme accrété, mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s, c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec ? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer.
c'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère. Ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo, alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'univers. La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études poussées. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les taches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. Monsieur Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana, et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Edward Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest et visiterons l'une de ses compagnes naines de l'énorme galaxie, M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi 2 noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3,5 milliards de masse solaire. M110, ou NGC 205 si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110.
Et maintenant, notre dernier arrêt. M33, la galaxie du Triangle, la troisième et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du Triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La galaxie du Triangle se trouve à 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, mais elle est beaucoup plus proche de la galaxie d'Andromède et se déplace vers elle. Si les deux galaxies spirales entrent en collision, cela pourrait modifier la trajectoire de la galaxie d'Andromède et empêcher sa collision prévue avec la Voie lactée. Et maintenant, un message important. Nous servirons le dîner lors de notre voyage de retour sur Terre. Tu as le choix entre du poulet ou du poisson. Nous espérons que tu as apprécié le voyage. Et si tu remplis notre questionnaire et que tu nous mets 5 étoiles, tu pourras même avoir un dessert.